édition. Dans l'actualité ce soir, à la une, fin du baccalauréat unique session 2020. À Macenta, les dernières épreuves ont été marquées par un fait inédit. Une jeune candidate a accouché des jumeaux avant de revenir en salle pour suivre le reste de l'examen. Lutte contre la pandémie de Covid-19, tous les voyageurs à l'international au départ de Conakry sont soumis au test de Covid datant de moins de 3 jours. L'opération de dépistage se déroule au Palais du Peuple. Et puis nous irons à l'Abbé pour suivre la célébration en différé de la journée mondiale de la population. Cette année, l'accent est mis sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la situation des filles et des femmes. Encore une fois, vous êtes les bienvenus. Actualité sanitaire. Au centre de traitement de la trypanosomiase humaine africaine de Dubreka, les recherches se poursuivent sur les plantes médicinales. Une mission conduite par le ministre de la Santé s'est rendue sur le site pour soutenir ces professionnels de la santé dont les efforts ont permis de réduire certaines maladies comme la maladie du sommeil. Ça, Amarato Nord, compte rendu. Les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur décident de mutualiser leurs efforts dans la recherche et la lutte contre plusieurs maladies. Accompagnés du représentant de l'OMS et des cadres de leur département, le médecin-colonel Rémi Lama et Dr Abouakar Oumar Bangoura visitent l'Institut de recherche et de développement des plantes médicinales et alimentaires en Guinée, situé dans la préfecture de Dubreka. Dans cet espace de recherche scientifique, les chercheurs exposent devant la mission les différentes études en cours. Un accent particulier est mis sur les essais cliniques de 2 molécules développées ici pour la prise en charge des malades du Covid-19. Nous avons essayé donc de faire l'inventaire des plantes qui peuvent avoir un certain impact sur les symptômes de la maladie. C'est ainsi que nous avons conçu des produits, des phytomédicaments, et c'est ainsi que nous avons également élaboré des protocoles d'essais cliniques. Aujourd'hui, on est très heureux de noter que toutes les inclusions ont été faites, et ce, sans enregistrer le moindre effet secondaire ou le moindre effet indésirable. De l'Institut, la délégation est reçue au Centre de recherche et de traitement de la trypanosomase humaine africaine ou maladie du sommeil. Grâce aux efforts des chercheurs de ces centres, la maladie du sommeil recule. Seulement 2 patients sont aujourd'hui sous traitement contre près d'une vingtaine il y a quelques mois. De guérir beaucoup de malades de trypanosomiase humaine africaine. Ça d'abord c'est les premiers éléments de fierté. Ce centre a permis aussi de former des jeunes cadres guinéens pour, n'est-ce pas, la lutte contre la maladie du sommeil. Donc, troisième élément de fierté, ce centre-là, la Guinée s'est appropriée de ce centre-là. Voilà un peu ces principaux éléments de fierté qu'on peut retenir autour de ce centre. Des avancées saluées par la mission. Au niveau de la trypanosomiase, nous avons également vu les recherches qui se mènent, en particulier pour des nouveaux protocoles thérapeutiques sur cette maladie qui est une maladie très ancienne, la maladie du sommeil, mais qui connaît des évolutions sur le diagnostic avec la biologie moléculaire. Le laboratoire est là derrière nous, mais aussi sur des nouveaux traitements. Malgré la Covid-19, les autres maladies ne sont pas laissées pour compte. La prise en charge s'effectue de la façon la plus normale. Voilà pourquoi nous interpellons la population de ne plus avoir peur de se rendre dans les structures sanitaires. Et également, nous interpellons les personnels soignants de se mettre à la disposition de façon entière aux patients qui viennent vers eux pour se faire consulter, pour se faire prendre en charge par rapport aux autres pathologies. Le centre de santé de la commune urbaine a constitué une autre étape de la tournée de cette délégation dans la préfecture de Dubreka. Là, le personnel soignant et les patients sont encouragés à respecter les gestes barrières en vue d'éviter le Covid-19. Santé toujours, lutte contre la pandémie de Covid-19 pour rompre la chaîne de contamination du virus. L'une des conditions imposées en Guinée pour les voyageurs à l'international est bien sûr le test PCR négatif. À Conakry, c'est l'esplanade du Palais du Peuple qui est choisie pour effectuer ce test. La prestation est de 650 000 francs guinéens, comme le précise ce reportage d'Abdoulaye Diallo. À cause de la crise mondiale liée au coronavirus,
tous les voyageurs à l'étranger doivent obligatoirement se faire dépister. En application de cette décision qui est l'une des conditions pour l'ouverture des frontières, Guinéens et expatriés se succèdent pour l'obtention de leur ticket. Sakumba Fofana fait son deuxième test, mais cette fois-ci, ce test est particulier. Aujourd'hui, bon, ça va, ça s'est bien passé, sauf il y a une grosse liste d'attente là ce matin et c'était dur d'accéder ici. Mais pour l'instant, ça s'est bien passé. On n'a rien payé de plus. Et on a payé 650 000 et ils nous ont fait le test et on va venir chercher ça dans 48 heures. Quand on vous dit de payer pour pouvoir faire les tests, pour pouvoir voyager, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de payer et partir, sinon on ne peut pas voyager, quoi. Sur l'esplanade du Palais du Peuple, l'Institut national de santé publique offre sa prestation. En ce qui concerne le coût du test, que certains jugent élevé, l'Institut apporte des précisions pour éviter toute spéculation. La Guinée a pris, on va dire, la moyenne inférieure pour simplement faciliter l'achat des réactifs et des consommables qui rentrent quotidiennement dans l'analyse de ces échantillons pour que le système puisse tourner. Je précise que le test Covid est gratuit en Guinée et la prise en charge est gratuite dans le cadre de la surveillance. Toute personne qui se présente dans un des sites de prélèvement habituels pour Covid ne paye rien. Mais si vous décidez de voyager pour aller voir votre nièce ou votre oncle quelque part ou aller en vacances, l'État ne peut pas supporter tout cela. L'autre aspect qui suscite assez de polémiques autour de cet exercice, c'est la durée ou la validité après le test Covid. Au départ de Conakry, l'État a décidé que c'est un test fait dans les 72 heures, dans les 3 jours qui précèdent le voyage. À l'arrivée, renseignez-vous si vous êtes dans le délai. Mais ça, c'est une démarche que le passager lui-même doit faire parce qu'on est confronté à cela. On est confronté au fait que certains vols sont annulés et alors que l'intéressé a fait un test qui est valable pour les 72 heures et leur voyage est reporté encore quelques jours après. Donc ce sont ces situations qui sont souvent des situations particulières et quand vous venez au site où on rend des résultats, c'est ce qui entraîne des cris. Dans les jours à venir, l'Institut national de santé publique compte ouvrir d'autres sites à Conakry pour permettre aux voyageurs à l'étranger de faire facilement le test Covid. Mesdames et messieurs, pour être complet sur ce dossier, nous allons recevoir en direct sur ce plateau le directeur de l'Institut national de santé publique, professeur Abdoulaye Touré. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous venons de suivre à travers ce reportage qu'il y a un test particulier pour les voyageurs à l'international. Dites-nous quelle est la particularité de ce test. Bon, ce test, je vais dire, il n'est pas particulier. C'est un test de diagnostic classique de Covid-19. Simplement, il a été initié, pour ce qui est de l'Afrique, je vais parler de l'Afrique de l'Ouest en particulier, il a été décidé par l'ensemble des ministres de la Santé de l'espace CEDEAO pour atténuer l'impact socio-économique de la maladie sur les populations, parce qu'on s'est aperçu qu'après presque 6 mois, on ne peut pas rester statique. Il faut laisser les populations se déplacer, il faut laisser les gens suivre leurs activités. Mais pour cela, il y a naturellement quelques règles simples qui sont à respecter, notamment le test Covid, donc pour pas que on transporte la maladie d'un pays à un autre, ou quelqu'un qui est positif et qui monte dans l'avion. Et l'intérieur de l'avion, c'est un espace clos, et vous allez voyager des heures et des heures avec des gens et vous allez les contaminer. Donc les ministres de la santé de la CEDEAO ont estimé qu'en imposant ce test à l'ensemble des passagers, cela peut permettre à la population de se déplacer et également de s'assurer que ces déplacements ne vont pas entraîner une explosion encore de la maladie. Pour le cas guinéen, le faire payer à 650 000 francs ne fait-il pas un test particulier ? Non, la Guinée n'est pas particulier dans ce système. Je dirais que c'est d'ailleurs un des pays où le test il est le moins cher. Je peux vous donner juste quelques exemples. En Côte d'Ivoire à côté, c'est 50 000 francs CFA, c'est l'équivalent de 900 000 francs guinéens. Au Sénégal, c'est 40 000, c'est à peu près 720 000. Au Bénin, si vous atterrissez au Bénin, vous n'avez pas votre attestation qui prouve que vous n'avez pas le Covid, vous payez 100 000 CFA. Donc ça fait 1 800 000 et on vous oblige
à rester dans un hôtel jusqu'à ce que le résultat sorte et à vos frais. Donc c'est pour simplement dire que pour ce qui est de la Guinée, le comité interministériel de riposte contre Covid-19 a estimé que c'est la moyenne inférieure et donc ça veut dire qu'il y a un surcoût, parce que je vous ai donné d'exemples pour certains pays, donc il y a un surcoût qui est supporté par l'État. C'est simplement pour que les citoyens participent, les voyageurs, pour que l'État puisse faire du recouvrement de coûts. C'est pas on ne paye pas, non, mais enfin un recouvrement de coûts. Professeur, il y a souvent des plaintes au niveau de l'organisation, du dépistage de ce test. Comment ça se passe? Bon, vous savez, hein, toute organisation de départ est souvent compliquée. Souvenons-nous du début de la maladie à virus Ebola en Guinée, où on ne faisait que quelques 50 ou 100 tests par jour. Et le délai de rendu du résultat était un peu long et c'était pas très huilé. Aujourd'hui, on voit à travers les statistiques de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qu'en dehors de ce test pour les voyageurs, nous sommes entre 1000 et 1200 tests par jour. Et à ce que je sache, il n'y a pas de cri à ce niveau parce que ça a été, avec le temps, on a pu mieux mettre cela en place. Les cris, c'est souvent ces derniers jours au Palais du Peuple. Oui, c'est ce que je voulais dire. Pour ce qui est du test des voyageurs, naturellement, l'organisation au départ, ça peut entraîner des cris. Pourquoi? Parce que le communiqué sort le soir, on vous dit que demain, pour voyager, il faut passer par un service qui vous donne un certificat. Donc il se trouve que vous avez fait un test ailleurs. Donc il faut venir renouveler ce certificat ou alors votre voyage c'est dans 12 heures ou c'est dans 24 heures alors que le délai de rendu du résultat tel que défini dans le communiqué du gouvernement, on vous dit c'est dans un délai de 48 heures. Et donc ces genres de situations peuvent entraîner naturellement voilà, un peu d'incompréhension au début ou alors des vols qui sont annulés parce qu'on est encore dans une situation un peu particulière. Nous constatons tous les jours, nous à travers nos activités, que des vols sont annulés à la dernière minute. Et ces gens, pour arriver dans le pays où ils doivent partir, il y a beaucoup de contraintes parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont fixé le curseur à 24 heures ou à 48 heures. Et souvent, il y a un manque de communication aussi au niveau des compagnies aériennes. Oui, nous avons prévu de nous adresser aux compagnies et surtout aux agences de voyage pour que ces agences se servent aussi d'interface entre les voyageurs et les services de santé parce que nous ne pouvons pas assurer tout cela. Donc nous allons les impliquer. D'ailleurs, pour cette communication, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je pense que je suis sur ce Professeur, malgré ces efforts, on parle encore de cas de falsification. Quelles sont les dispositions prises pour la sécurisation de ces nouveaux certificats? Oui, effectivement, nous avons été informés que certains certificats avaient été falsifiés, mais ça c'était bien avant, je dirais, la publication du communiqué du gouvernement qui avait instauré ce test des voyageurs, parce que bien avant cela, il y avait des gens qui se déplaçaient un peu. Et c'est ce qui a entraîné d'ailleurs la publication de ce comité pour rendre responsable une seule structure qui délivre le certificat. Et cette fois-ci, vous avez dû constater que le certificat qui sort est un certificat sécurisé, même si on n'est toujours pas à l'abri de la falsification. Et donc nous, pour contrôler tout cela, nous avons sur le site internet de l'Institut national de santé publique, tout certificat qui est délivré peut être retrouvé sur le site internet. Donc l'agent qui est à l'aéroport sait que le certificat qu'il prend, soit il peut scanner juste le code scripté, il a les informations de l'individu, ou il rentre le code du laboratoire qui est identique, qui est unique pour le passager, il a toutes les informations, ou le numéro du passeport, ou le numéro de la carte d'identité, si c'est la carte d'identité qui est la pièce que l'intéressé utilise pour le voyage. Donc ce sont des éléments qui permettent à l'aéroport de savoir si le papier que le passager a est authentique ou pas. Une dernière question, il y a aussi certaines ambassades qui font des dépistages pour leurs ressortissants. Quel crédit accordez-vous à ces tests? Sont-ils obligés de passer par vos services, professeur? Ils ne sont pas obligés de passer par nos services pour faire le test. Je prends juste quelques exemples. Pour ce qui est de la Russie, par exemple, nous avons le Krems qui est à Kindia, qui peut faire le test pour un Russe qui serait dans les parages à Kindia avant son voyage. Ou certaines personnes de l'ambassade de France, par exemple, qui peuvent le faire aussi à l'Institut Pasteur. Mais ce que nous ne voulons pas, qu'il y ait une multiplicité de certificats. Donc tous ceux qui sortent du pays, du moment où tu quittes la Guinée, il faut sortir avec un certificat unique parce que cela a entraîné des désagréments chez certains de nos compatriotes dans certains aéroports de la sous-région. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que l'État a décidé que ce soit un certificat unique.
Merci, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle que le professeur Touré Abdoulaye est directeur de l'Institut national de santé publique. Et justement, la maladie à coronavirus impacte plusieurs secteurs d'activité dans le pays et la vente des véhicules d'occasion n'est pas non plus épargnée. Les importateurs de ces véhicules traversent une période marquée par la baisse des revenus, alors que beaucoup d'observateurs misaient sur la croissance dans ce secteur avec l'émergence des entrepreneurs et le dynamisme économique. Mais Covid est passé par là. Reportage signé Kerno Ousmane Diallo. Les clients se font rares sur ce site de vente de véhicules d'occasion à Conakry. Depuis l'apparition de la maladie à coronavirus et la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, le business de vente de ces véhicules a pris un coup, plongeant les acteurs du milieu dans une crise inattendue. Il n'y a pas un secteur qui a ressenti cette maladie plus que les importateurs. Puisque depuis les pandémies jusque maintenant, le Covid jusque maintenant, les pays limitrophes qui venaient en Guinée ici pour acheter les véhicules ici, aucun d'État ne vient acheter avec nous. Et les véhicules sont là, à peine nous qui vendaient dans les 25 véhicules par jour, à peine on vend 2 véhicules aujourd'hui. À peine, difficilement. Des fois on peut faire d'ailleurs 3 jours sans vendre un seul véhicule. Un moment difficile qu'espère surmonter au plus vite ce jeune entrepreneur dont l'ambition de développement se heurte à la réalité sanitaire. Avant l'apparition du coronavirus, le secteur de vente de véhicules d'occasion était en plein essor pour satisfaire une clientèle au revenu moyen. Quand on parle de la crise, c'est que ça veut dire que les prix ont augmenté forcément. Et en Europe, les prix ont augmenté, la devise aussi. Ce qu'on avait l'habitude de faire rentrer à 20, si tu es à 24 et que tu avais l'habitude de vendre à 25 ici, tu ne peux pas le vendre à moins de 28 millions. Et celui qui avait l'habitude de payer à 25, quand tu le dis il paye à 28 millions, il s'est dit non, bon, attends, la crise va passer, je reviendrai payer. Globalement, nous traversons une situation très difficile. Nous n'arrivons plus à nous en sortir. Peut-être que nous espérons que ça va finir, puisque toute crise finira par finir. Nous le croyons et nous sommes très optimistes là-dessus. D'une manière générale, les conséquences du Covid-19 sur le plan économique dans le marché intérieur affectent le secteur de la vente des véhicules d'occasion, un secteur largement tributaire des avancées économiques et du revenu des populations déjà fortement éprouvées en cette période. Et ce communiqué de la Cour constitutionnelle porte à la connaissance du public que la prestation de serment des membres de la Haute Autorité de la Communication HAC aura lieu le lundi 31 août 2020 à partir de 12 h à son siège de l'immeuble Hadjafoulé, quartier Almamia, commune de Kaloum. Conakry, 27 août 2020, signé le secrétaire général Cheikh Fantamadi Kondé. Et puis, la journée mondiale de la population a été célébrée aujourd'hui en différé dans la préfecture de l'Abbé sous le thème « Mettre une pause sur la pandémie de Covid-19, comment protéger la santé et les droits des femmes et filles maintenant ». Les acteurs impliqués dans cette lutte profitent de l'occasion pour mettre en exergue les conséquences de cette pandémie sur la situation des filles et des femmes. Falilou Diallo, Sarafidine Diallo, depuis l'Abbé. Dans la région de l'Abbé en 2014, la population est estimée à 1 392 habitants contre 1 186 536 en 2020. Cette évolution de la population engendre des problèmes alors que les biens de consommation se font de plus en plus rares. Cette année, la journée mondiale de la population coïncide avec la pandémie du Covid-19. D'où le choix du thème « Mettre une pause sur le Covid-19 ». Comment protéger la santé et les droits des femmes et filles maintenant? Si à un certain moment, dans la région de l'Abbé, on n'avait pas enregistré de cas, aujourd'hui on est à 49 cas. 49 cas, ça veut dire qu'il faut que nous prenions des dispositions pour empêcher la propagation. Surtout quand ça va aller dans l'arrière-pays, on ne pourra pas contrôler. C'est pourquoi on a dit pause sur Covid-19 pour que quand même faire des sensibilisations, pour que les gens prennent conscience. Partout où il y a des cérémonies, c'est nous qui sommes les plus vus et nous sommes toujours les victimes de toutes sortes de pandémies. Parce que c'est là nous sommes en contact direct avec la population, c'est nous qui sortons pour aller chercher à manger, pour aller... pour le bien-être de la famille, la femme est toujours devant.
L'intégration de la stratégie de lutte contre le Covid-19 doit s'accompagner avec les autres problématiques sanitaires, à savoir l'amélioration des soins de santé, la lutte contre le mariage d'enfants et les mutilations génitales féminines. Au-delà de la réponse au Covid, il y a aussi les services de santé sexuelle et reproductive, la planification familiale, la protection de la fille contre les mariages et l'excision, les mutilations génitales qu'il faut aussi livrer parce que ce sont des besoins et qui font partie des droits fondamentaux de l'homme et particulièrement des femmes et des jeunes. Le problème évoqué ici touche pleinement cette région. La protection de la femme, la protection de la jeune fille, la protection de l'environnement et la préservation de notre santé contre cette pandémie. Selon une étude du Fonds des Nations Unies pour la population, si le confinement se prolonge, 47 millions de femmes pourraient ne pas accéder aux contraceptifs modernes, ce qui entraîne 7 millions de grossesses non désirées. Et la perturbation des programmes sur le terrain pourrait entraîner 2 millions de cas de mutilation génitale féminine et 13 millions de mariages d'enfants entre 2020 et 2030. Au même moment à Conakry, le combat pour l'autonomisation des femmes est un débat entre la ministre de tutelle et les femmes de la société civile guinéenne. Les deux parties ont échangé sur le rôle important que joue la femme dans l'éducation des enfants. En plus de la gestion du ménage, elle est aussi un vecteur clé dans la préservation de la paix. Reportage signé Yana Yansani. En rencontrant les femmes leaders de diverses provenances, la ministre des Droits et de l'Autonomisation des femmes invite cette couche à mieux accomplir son rôle d'éducatrice, surtout en cette période préélectorale, car en ce moment précis, son implication dans la sensibilisation des citoyens pour une Guinée paisible se pose comme un impératif. On ne saurait parler de développement sans la paix. On ne saurait parler d'émergence économique sans l'unité nationale, sans la cohésion sociale, sans cette solidarité. Le président en a fait mention. Il faudrait que les Guinéens apprennent à être solidaires entre nous, apprennent à se parler, à se pardonner et surtout à travailler main dans la main pour l'émergence de la Guinée dans l'intérêt de toutes les filles et fils du pays. Autre question évoquée au cours de cette rencontre, les femmes ont été interpellées à mieux apprendre et comprendre leurs droits et devoirs dans leur combat au quotidien. Nous sommes très heureux de l'invitation de Madame la ministre et nous la félicitons pour ce nouveau poste et nous espérons collaborer sérieusement avec elle dans le cadre des droits des femmes et des enfants. Plusieurs femmes de différentes ONG et des femmes ministres et parlementaires avec lesquelles on a l'habitude de collaborer et je trouve que toutes ces femmes veulent que nous allions de l'avant et que les droits des femmes soient respectés et que nous connaissons d'abord au préalable nos droits. Nous devons nous aimer, assister celles qui n'ont pas l'opportunité d'être à certains niveaux et remercier aussi surtout le président de la République pour tous les efforts qu'il est en train d'abattre pour l'émergence des femmes, surtout les femmes guinéennes. Pour signifier l'attachement du gouvernement à l'autonomisation des femmes, la ministre a rappelé quelques actes pris par le chef de l'État en leur faveur, à savoir la création du département droit et de l'autonomisation des femmes, la mise en place de MUFA, la construction et l'équipement des CAF. Autant d'actions pour permettre à la femme de jouir de ses droits en toute indépendance. Femmes et éducation toujours, le baccalauréat unique session 2020 a pris fin hier vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, en Massanta, ce dernier examen a été marqué par un fait inédit. Une jeune candidate a accouché pendant l'examen et au lendemain, elle est revenue poursuivre le reste des épreuves. Tenez-vous bien, les nouveaux-nés se portent bien. Ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Comment a-t-elle pu jouer ce double jeu? Élément de réponse avec nos équipes basées à Nzirekouré, Lancé Kamisoko et Mohamed Lamine Diallo. Elle est devenue le symbole du courage féminin dans la préfecture de Massanta. Malgré sa grossesse avancée, Aïssata Soumaoro n'a pas reculé d'un cran face aux épreuves du baccalauréat unique et celles d'une mère en gestation.
Après une deuxième journée de bac qui a coïncidé avec la naissance de ses jumeaux, la jeune maman est revenue poursuivre l'examen. Je voulais me battre pour mes enfants. Mon mari est chauffeur. Je suis venue le matin, je ne me sentais pas bien quand même, mais je me suis forcée pour venir. Après les épreuves de physique, je voulais me lever, je ne pouvais pas me lever. Je n'ai pas mangé du matin jusqu'à 12 heures, comme ça, je n'ai pas mangé. J'avais faim, mais pour me déplacer là, je ne pouvais pas. Mais j'avais du courage, je voulais me battre. Mais après les épreuves, lorsque j'ai vu seulement, j'ai fini d'encadrer seulement. Ah, mon ventre il ne pouvait plus tenir maintenant. J'ai commencé à crier. Dans son lycée d'origine de Kouankan, elle était l'objet de moqueries pour d'autres filles à cause de son état. Aujourd'hui, avec le courage, Aïssata vient d'avoir le plus beau cadeau du monde et elle n'a manqué aucun sujet en classe. Elle a validé l'épreuve parce qu'il restait seulement 20 minutes de la fin de la deuxième épreuve. Presque à 20 minutes de la fin, elle a commencé à sentir la douleur. Donc, et sur le coup, j'ai fait appel à toutes les femmes sur le ventre ici, plus la sage-femme qui est là. On m'a appelé qu'elle a mal au ventre. Maintenant, je viens, je l'envoie à côté ici. Je l'ai examinée, elle était à 2 cm. Immédiatement, je l'ai envoyée à l'hôpital. Ça s'est bien passé. Le mari de Aïssata étant chauffeur de son état, sa maman est celle qui joue le babysitter. Elle salue l'accompagnement des responsables scolaires et sanitaires. L'infirmière qui nous a accompagnés a beaucoup travaillé. Jusque tard la nuit, elle ne nous a pas quittés. Nous la remercions ainsi que tout le personnel d'encadrement scolaire. Quant au délégué du centre Moussa Dadis Camara, où compose notre jeune maman, il a une histoire particulière avec cette naissance. C'est une fierté pour moi parce que je vois que je viens d'être complété. Moi, je suis jumeau, donc aussi, je vois encore une autre femme qui met au moins des jumeaux. C'est un grand plaisir pour moi. Le rêve de Aïssata est d'étudier les finances à l'université. Dans cette lutte, elle peut compter sur l'accompagnement de son mari et de toute sa famille. Mon mari m'a donné du courage. Malgré mon état, il a pu accepter que je continue mes études. Tout. Malgré qu'il est chauffeur quand même, il m'a financé quand même. Il m'a donné du courage. C'est pour cela que je dois me battre pour ses enfants. Ce vendredi, Aïssata a passé les dernières épreuves du baccalauréat. Dans 2 semaines, les résultats seront proclamés. Si elle est admise, la poursuite de son rêve deviendrait encore plus difficile avec des jumeaux sur les épaules. Un bel exemple de bravo, bonne chance à cette jeune maman pour le bac. Éducation encore, des bourses professionnelles pour les étudiants guinéens au Royaume-Uni. Ils sont 7 jeunes Guinéens à bénéficier d'un programme de bourse en master professionnel et pour une durée d'1 année. C'est le fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et l'ambassade du Royaume-Uni en Guinée. Des précisions avec Francis Collier. Ces jeunes Guinéens issus des milieux professionnels viennent de bénéficier du programme Chevening, des bourses pour des masters professionnels. Ils sont au total 7, dont 3 femmes, à remplir les critères de sélection, au rang desquels figure la maîtrise de la langue anglaise. Depuis que le programme Chevening a commencé en Guinée, c'est la première fois que 7 Guinéens soient sélectionnés. L'ambassadeur du Royaume-Uni en Guinée et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique souhaitent plus de participation des jeunes les années à venir. Aujourd'hui, les jeunes de Guinée accordent beaucoup d'intérêt à cette bourse, car ils postulent en grand nombre et continuent à postuler, même s'ils échouent une première tentative. Beaucoup ne se découragent pas. La preuve est que cette année, nous avons 7 boursiers qui partiront le mois prochain dans l'université de leur choix. Nous félicitons la Grande-Bretagne, malgré une différence de langue, continue à persévérer pour accompagner, attirer nos cadres pour aller se former en Grande-Bretagne et en même temps revenir pour servir la Guinée. Et nous souhaiterons que les années à venir, que ça soit multiplié. Ces boursiers du programme Chevening du Royaume-Uni obtiendront au bout d'une année de formation des masters spécifiques selon leur profil de formation. On a un bon code minier, mais qui n'est pas bien compris
et par les citoyens et par même les administrateurs. Donc il est nécessaire, j'ai compris qu'il est nécessaire d'aller apprendre bien dans les grandes universités et venir contribuer au développement de mon pays. J'occupe un poste de manager en ressources humaines dans une société d'État, la Sogipami précisément, mais ça ne m'a pas empêché justement de postuler pour faire un master parce que je pense qu'avoir une formation c'est toujours un atout. Ils sont venus des secteurs financiers, miniers, médical, audiovisuel, des ressources humaines et du développement communautaire. Ils ont déjà choisi leur université d'accueil où ils sont attendus ce mois de septembre. On en vient maintenant à cette innovation majeure dans le cadre de la lutte contre la corruption. Le nouveau code de passation des marchés publics entre en vigueur le 1er septembre prochain. Il responsabilise désormais les autorités contractantes à passer leurs propres marchés. Et pour mieux cerner les enjeux, une formation des acteurs en charge de la commande publique est déjà en cours. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. C'est un processus qui a démarré en 2012 et qui voit son aboutissement cette année. À partir du 1er septembre, le nouveau code des marchés publics entre en vigueur. Une innovation majeure dans le cadre de la moralisation des dépenses publiques. Après les échanges d'informations et de sensibilisation, place à la formation des autorités contractantes et des acheteurs publics. Le port autonome de Conakry, établissement public à caractère administratif, est le premier bénéficiaire de ce programme de renforcement de capacité. La partie la plus importante, c'est que les autorités contractantes ont été entièrement responsabilisées dans la passation des marchés. Et ça, c'est un motif important. Mais avec cette responsabilisation, si elle n'est pas accompagnée de formation, le risque est là. Et c'est pourquoi, monsieur le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics a pris l'initiative d'établir ce programme de formation. Les innovations contenues dans le document, le cadre juridique et réglementaire ainsi que les principes généraux qui s'appliquent sont les thématiques abordées. Pour les bénéficiaires, ces notions leur permettront de mieux exercer leurs tâches dans le but de protéger les intérêts de l'État. Pour l'instant, je suis vraiment satisfait et je me réjouis surtout d'avoir participé et de comprendre que le Code des marchés publics, que l'autorité chargée de la régulation du Code des marchés publics est un acteur très important dans la chaîne du Code des marchés publics. C'est une chance pour moi, en tant que jeune cadre de l'entité du port, d'assister à cette formation qui rentre en vigueur le 1er septembre. Avec ce document, la Guinée vient de franchir une étape importante dans le cadre de la passation des marchés publics. L'objectif est d'acheter beaucoup et dépenser moins. L'État ne pouvant être jugé partie à la fois dans ce système, a délégué la fonction d'autorité administrative indépendante à l'ARMP. Donc c'est l'ARMP qui va veiller sur la réglementation, sur le respect de la réglementation et sur les décisions intervenant dans les litiges, les contentieux à marché public et partenariat public-privé. Au sein des départements ministériels, le gouvernement a déjà installé des personnes responsables des marchés publics. L'un des enjeux du nouveau code de passation des marchés publics est la lutte contre la corruption. Et pour boucler ce journal à une mission d'information et de sensibilisation pour la paix et la quiétude sociale, séjournant à Kankan. Cette mission est composée de jeunes cadres ressortissants de Nabaya et soucieux de la quiétude sociale dans leur cité. Première étape de la mission, rencontre avec les autorités administratives, religieuses et coutumières de Kankan. Fodé Bangal Fofana, RTG Kankan. Ces jeunes cadres ressortissants de Kankan sont à leur Nabaya natale avec pour objectif informer, sensibiliser et mobiliser la population de Kankan à s'unir autour d'un seul mot, la paix, sauvegarder et entretenir les acquis du gouvernement dans la cité. Une ville sainte et bénie où la paix et la quiétude sociale ont toujours existé entre ses fils et filles. Dans le but de renforcer cette culture sociale dans la cité, ces jeunes cadres ressortissants ont décidé de venir rencontrer les parents et les autorités administratives.
nous avons fait une réflexion. Comme il y a eu beaucoup de problèmes à Kankan dans ces jours-ci, nous avons jugé nécessaire de venir vers nos parents, pères, mères, frères et sœurs, pour leur sensibiliser à ce que les jeunes de Kankan se donnent la main, à ce qu'on conjugue un seul verbe, un seul mot, c'est la paix. Rien ne peut se passer sans la paix. Qu'on parle du développement, qu'on parle de l'infrastructure, qu'on parle de la politique, s'il n'y a pas de paix, il n'y a rien. Après les autorités administratives, ces jeunes cadres ressortissants ont commencé leur série de prises de contact par le bureau de l'Union Mandingue dans le quartier Remakono. Une initiative encouragée et soutenue par le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, Dr Mohamed Diané, et son frère Ismaël Dioubati, ministre du Budget. On a eu la chance d'être appuyé par ces deux personnes pour avoir quelques sacs de riz, à ce qu'on vienne faire une distribution de ces sacs à Kankan. Nous invitons également tous les jeunes de préserver ces acquis. Nous allons rencontrer la jeunesse, les différents jeunes leaders, pour leur expliquer que rien que la paix qui va développer la ville de Kankan. Inviter les jeunes à sauvegarder tous les acquis du gouvernement du professeur président Alpha Condé pour l'intérêt de la génération actuelle et future est le message dont sont porteurs ces jeunes cadres ressortissants de Kankan. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce journal. Un grand merci à vous pour votre précieuse attention. Bonne fête d'Achoura à tous les fidèles musulmans de Guinée. À tous, bon week-end et à demain.